Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Là il y avait une petite image, bon elle se ravise dans les slides, donc je n'ai pas compris pourquoi elle a disparu. Mais bon, il y avait un petit bouclier avec un petit chevalier qui était en train d'essayer de pénétrer et de transpercer le bouclier. Donc je trouvais ça rigolo. Mais vous le verrez après. Donc tout d'abord qui je suis, je m'appelle Christophe Villeneuve, je suis consultant pour entreprise OSI. On est ISO, je sais plus le numéro, mais c'est autour de la sécurité, donc on est impliqué. Je suis aussi impliqué dans tout ce qui est autour de PHP, MariaDB. Je suis aussi représentant Mozilla et puis aussi Drupal. Et puis bien entendu, j'ai amené deux compagnons, on va dire, deux éléphants qui sont là, qui sont toujours très friands de trouver des familles d'adoption, et ils sont toujours là aussi pour ramener les bonnes connaissances et les bonnes nouvelles auprès de leur famille et tout le monde. Je suis aussi auteur de livres Drupal avancé, donc autour du CMS et les problématiques de sécurité de sites web. J'ai un certain vécu, et tout ce qu'on va parler aujourd'hui, il y a certains des cas que j'ai eu la joie et la tristesse aussi d'en bénéficier, c'est-à-dire me faire pirater. Oui, avant que je me mette vraiment dans la sécurité, parce que c'est toujours très gênant. Pour vous, je ne sais pas, mais pour l'avenir, lorsqu'on se fait pirater un site internet, c'est toujours désastreux. Pas au niveau utilisation, mais au niveau conséquences. Et là, les conséquences, c'est important. Donc, on va essayer d'anticiper ces conséquences et surtout éviter l'inévitable, c'est-à-dire, mince, j'ai un joli site, mais il s'est fait avec hacker. Bien entendu, quelques petits événements de cette année que j'ai pu organiser. Alors, quand on parle de sécurité, souvent, quand on était jeune, enfin quand moi j'étais jeune, pour vous, je pense que peut-être vous avez déjà eu peur, mais souvent moi j'ai pas peur, je ne crains pas la sécurité, c'est pour les autres. Ça ne sert à rien, c'est pas le but, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Donc moi je suis tranquille, je fais que des choses propres. Souvent, c'est ça que auprès de mes collègues ou d'autres personnes, quand je discute, me disent ouais non, moi ça va très bien. Les attaques, je rigole, j'en bénéficie pas. Manque de peau. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 10 ans, on disait la même chose, et aujourd'hui, on le dit encore toujours que les attaques, ça touche tout le monde, quelle que soit la méthode, quelle que soit la technique, et même à votre insu, vous pouvez vous faire attaquer sans vous rendre compte. Donc, toutes ces notions de cette approche, vous allez avoir peur. Alors, soyez pas tristes, parce qu'à la fin de la session, il y a quand même des solutions. Mais souvent, quand j'aborde cette thématique autour des sites web, souvent, après, j'ai les questions en me disant, c'est vrai tout ça? Donc oui, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses que je vais pas pouvoir vous dire ici, que je pourrais vous dire sur le centre de Mozilla tout à l'heure, si vous venez me voir. Mais il y a des choses que ça peut faire très peur. Mais là, on n'est pas là pour prévoir le pire, on est là pour éviter le pire. Donc, quand on parle souvent de sécurité, on a ces petites notions de ça ne sert à rien, c'est pour les autres, la sécurité, je m'en occupe pas, j'ai pas besoin d'antivirus, je suis protégé, je fais mes manques de peau. Même que vous ramenez une clé USB, même que vous vous allez sur Internet, déjà, l'Internet, c'est déjà une faille de sécurité. Oui. Déjà, juste en allumant votre ordinateur, c'est aussi une faille de sécurité. Parce qu'il y a énormément de choses que vous n'avez pas le contrôle, et qui dit ne pas avoir le contrôle, dit envoyer les informations où quelqu'un peut faire, à l'insu de votre plein gré, des opérations que vous ne souhaitez pas. Pourquoi parle-t-on de sécurité? Parce que il y a toujours des menaces. On les entend à la radio, on les entend au journal de 20 heures. Mais nous, les sécurités numériques, il faut penser que depuis toujours, les hackers, les pirates, toutes ces personnes qui ont des plus ou moins bonnes ou mauvaises intentions, vont essayer de trouver quelque chose, comme la petite souris. Le moyen de récupérer, là, ici, c'est le morceau de gruyère, même qui a le piège. Le hacker, c'est ça. Il va essayer de trouver par n'importe quelle manière de pouvoir pénétrer dans votre site internet. Les risques, c'est de se faire hacker, c'est-à-dire une jolie page noire où il y a marqué hacker. C'est toujours dommageable, surtout quand c'est quelqu'un de votre famille qui vous appelle en vous disant ton site, on peut plus consulter l'information. Les conséquences quand on se fait pirater,
Eh bien, c'est que si votre site est fixe, c'est-à-dire des pages qui ne bougent pas de base de données, c'est que du contenu. Bon, c'est pas très gênant. Et encore, on peut se servir de cet espace comme de zone de stockage. C'est-à-dire que votre site ne sera plus du tout accessible. Par contre, s'il possède une base de données, vous allez être confronté à un carnet d'adresses. Donc, le carnet d'adresses va être aspiré vers l'extérieur, sans que vous vous rendez compte. Vous allez perdre des données. Vous allez me dire, bon, c'est pas grave, j'ai juste quelques données, quelques contenus, je peux les retaper. Oui, quand c'est un site personnel, quand c'est un blog, quand c'est un site vitrine. Mais lorsqu'on parle de vitrine, c'est aussi un risque. Parce que la vitrine, c'est la vitrine, l'image que vous faites pour vous, pour la compagnie, pour la société que vous bossez. Et si vous faites quelque chose ou que la compagnie d'un seul coup se voit que son site se fait pirater, c'est pas bon du tout pour son image, pour continuer sa survie dans les mois et les années après. Pour cela, il existe énormément de pistes pour savoir si les outils, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, eh bien, peuvent être à jour. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous faites des sites internet, on va dire que oui. Vous faites des sites avec un WordPress, un Docklear, avec un CMS, un framework, des langages plus compliqués. Eh bien, tout ceci ont une vie. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des mises à jour. Comme un logiciel bureautique que vous utilisez tous les jours, un logiciel Windows, Linux, un LibreOffice, eh bien régulièrement vous voyez des mises à jour. Il faut les mettre en place, il faut les appliquer. Le site internet c'est la même chose, parce qu'il y a des choses qui référencent, c'est une bibliothèque de failles qui s'appelle CVE Security, ou comme là je l'ai téléchargé il y a quelques heures. C'est-à-dire que il y a quand même en faille très critique, il y a 11 929 sites outils qui sont identifiés comme quoi on peut pirater. On va pas rentrer dans les détails, mais ça va impacter tout. Moi, ce que j'ai fait, et j'en excuse auprès de Ubuntu, puisqu'ils m'ont accordé de venir ici, j'ai regardé Ubuntu. Ubuntu que vous avez pu utiliser, ou télécharger, ou installer, puisqu'on est dans une Ubuntu party. Et donc, j'ai regardé, et je vois qu'en 2016, eh bien, il y a quand même encore pas mal de failles de sécurité qui ont été identifiées. C'est-à-dire que le système d'exploitation aussi bénéficie de risques de failles, de prise de contrôle, différentes attaques de piraterie. Lorsqu'on clique sur une, là c'était une faille XSS, heureusement, on a l'information comme quoi la faille a été détectée telle date, et là vous voyez, une semaine après, elle a été corrigée. Donc, si vous mettez à jour votre ici comme Ubuntu, eh bien, vous êtes sauvé, parce que les mises à jour sont faites. Le seul risque, c'est que vous avez 7 jours avec des failles et des susceptibilités de vous faire pirater. Cependant, les vulnérabilités sont souvent connues. Lorsque vous faites un site internet, eh bien, souvent, on oublie de tester la sécurité. Vous faites votre site internet, vous faites votre habillage, vous faites votre contenu, tout est beau, et vous le mettez en production. Le seul problème, c'est que le CMS que vous avez utilisé, vous n'avez pas ajouté les modules de sécurité. C'est-à-dire que dans les préférences, où ce sont des extensions supplémentaires, il faut les activer. Lorsqu'on active ces extensions, eh bien, vous allez avoir une sécurité supplémentaire fournie par le CMS, le framework, l'outil que vous utilisez. Si vous n'activez pas ces cases-là, vous allez être confronté à un risque de faille de sécurité. Il y a beaucoup aussi d'évolution, c'est-à-dire que il y a la partie core, la partie basique que vous utilisez, mais les extensions, les add-ons, les évolutions, c'est-à-dire que un Docklear, un CMS, un framework, vous rajoutez toujours des modules venant extérieurs. Ces modules, il faut les penser à les maintenir, parce que eux aussi sont aussi des failles de sécurité, des risques de failles. Les différents types
qui peuvent être confrontés lorsqu'on est sur le net et lorsqu'on fait des sites web, c'est touchant le matériel. Quelqu'un qui vient vers vous et qui utilise votre ordinateur. Vous n'avez pas fermé votre session et donc il peut faire des choses à votre insu. Des clés USB. Les clés USB sont tellement puissantes et avec un système de cache qu'on met la clé USB et on peut récupérer directement vos identifiants. Même que la clé USB est dit qu'elle est vierge. Les smartphones, les mobiles, tous vos téléphones, ce que vous avez dans vos poches, eh bien, c'est aussi des failles de sécurité. Parce que vous allez aller sur Internet, vous allez pouvoir consulter des informations. Donc tout ceci, si votre site Internet ne respecte pas les normes, ne respecte pas les normes de sécurité et les protections, vous allez être confronté à tout ceci. Bien entendu, lorsqu'on parlait de logiciel, eh bien le logiciel est aussi, si vous le maintenez pas à jour, vous dites c'est bon, j'ai ma licence, mais ma licence elle est expirée depuis 2 ans. Ben non, manque de peau, votre logiciel que vous allez utiliser, eh bien pendant 2 ans, vous risquez de bénéficier de ces failles qui ont été décelées et trouvées. Le web, le navigateur, là aussi. J'ai mis quelques navigateurs, les principaux. Le navigateur est aussi une faille de sécurité. Parce que le navigateur qui est pas mis à jour, qui est pas maintenu, eh bien, lorsque vous allez naviguer sur un site internet, avec des comportements malicieux, vous allez pouvoir vous faire pirater. Et pour finir, mais c'est pas fini la conférence, il y a l'internet des objets. Tout ce qui est aujourd'hui et surtout ce qui va sortir demain. Tout ce qui est connecté, qu'on voit dans tous les magazines, eh bien là aussi, là on a beaucoup de choses à parler. Alors les points faibles, c'est surtout les bases applicatives. Donc on va voir quelques petits points. D'abord, les fonctionnalités de base, la balise qui pose problème, et puis ensuite, après, on va aller rentrer plus en détail. La principale vulnérabilité, c'est ce symbole. Lorsqu'on fait des sites internet, on déclare une balise HTML. On déclare des fonctionnalités, un table, un div, etc. On commence toujours par cette balise, cet inférieur. Et bien cet inférieur-là a énormément de possibilités. Vous allez me dire, c'est juste un caractère. Ben oui, mais c'est plus qu'un caractère. Parce que ce caractère, lorsqu'on le convertit en décimale, on obtient cette valeur-là. Cette valeur-là peut être interprétée par d'autres logiciels, plus ou moins malicieux, plus ou moins compréhensibles. Mais si on manipule des caractères spéciaux ou normaux, eh bien on peut aussi manipuler les doubles cotes, les simples cotes, l'inférieur, supérieur. C'est-à-dire que chaque caractère, il existe des fonctionnalités dans quel que soit le langage que vous utilisez, aussi bien du Python, du C, du Perl, du PHP, du Ruby ou d'autres. Eh bien, vous pouvez, à partir de ces fonctionnalités, si vous ne prenez pas soin, eh bien, de bénéficier d'une attaque de base. Cette attaque de base, eh bien, lorsqu'on veut faire une injection, on va utiliser supérieur-inférieur en lisant un script, quelque chose, et il va exécuter du code. Et là, on voit le caractère en clair. Mais pensez que, comme tout à l'heure, la petite souris, elle est malicieuse pour attraper le morceau de gruyère. Eh bien, elle peut directement le convertir, ce caractère, en Unicode. Et si vous n'avez pas géré correctement ce caractère-là avec le principe de l'Unicode, eh bien, vous avez un risque. C'est pour ça que, dans vos langages, il existe des fonctionnalités qui permettent de neutraliser, de couper toutes ces barrières de supérieur et inférieur. Bien entendu, là, c'est que la fonctionnalité est vraiment pure et dure. Mais il n'y a pas que ça. Parce que vous savez que l'Internet, le web, c'est tellement un grand univers. Et cet grand univers, eh bien, il y a des tronçons, il y a des injections, il y a tout plein d'attaques et différentes méthodes de possibilités de pouvoir pénétrer. On va parler d'un trompe-l'œil que j'aime bien, qui s'appelle sténographe. C'est-à-dire que on va cacher quelque chose et vous allez essayer de trouver la réponse. C'est-à-dire que je vais vous montrer une photo et vous allez me dire quelle est la courbe la plus longue dans l'image. Donc, il y en a qui ont peut-être trouvé, d'autres n'ont pas trouvé. La courbe la plus longue, c'est celle-là. C'est pas celle que peut-être vous pensiez. Parce que là, ici,
Elle était au fond, mais je l'avais cachée par une autre image, à votre insu. Ce type d'effet, de représentation, eh bien, c'est ce que votre site internet peut faire. C'est-à-dire que votre site, il est bien, mais manque de peau, derrière, vous vous êtes fait pirater, et donc il y a d'autres fonctionnalités, sans que vous en ayez le contrôle, parce qu'un pirate a fait quelque chose de malin. En niveau code, comment ça se comportait? J'ai pris un petit exemple, par exemple, un château. Un château fort, comme on dit à l'époque du Moyen-Âge, il se mettait toujours en haut des collines, avec une seule route d'accès, pour forcer ceux qui vont attaquer, les assaillants, de pouvoir passer obligatoirement par cette route, pour arriver au château, ce qui permettait d'être vu. Un site internet, c'est pareil. Il faut penser la même chose. Lorsque vous faites votre site internet, il faut penser comment naviguer, comment accéder au contenu. Est-ce qu'il faudra des identifiants, un login, un mot de passe? Est-ce qu'il vous aurez besoin d'accéder différemment par une seule porte d'entrée ou plusieurs? Donc tout ceci sont des choses de base. C'est-à-dire qu'il faut forcer à l'utilisateur à aller prendre la route. Si vous lui permettez d'aller prendre le petit chemin à côté, il y aura toujours quelqu'un qui va le trouver, le petit chemin à côté, pour contourner la protection. Et c'est là que c'est pas bon. Donc, il faut penser comme au Moyen-Âge, à l'époque des châteaux. Vous êtes votre site internet, en haut de la colline, avec un seul chemin d'accès. Mais sinon, lorsqu'on a des anomalies, quelles qu'elles soient, et surtout pour ne pas donner des pistes supplémentaires auprès des internautes qui vont venir consulter votre site internet, il faut penser que s'ils font n'importe quoi, en tapant dans l'URL, eh bien, ils peuvent avoir ce genre d'informations. Une erreur 404, une erreur 500. C'est-à-dire, ce sont des informations supplémentaires qui sont dévoilées, et c'est toujours dommageable, parce que lorsqu'on a ce type d'informations, ça veut dire que, à partir de là, on connaît que c'est un serveur Apache. On peut après remonter l'information comme quoi quel est le langage que vous allez utiliser, les versions. Et si votre version n'est pas à jour, eh bien, avec le CVE au début, on a l'ensemble des informations pour pouvoir récupérer votre contenu de site internet juste parce que il y avait une page 404 ou une page 500 qui était affichée. Et là, c'est véridique, hein. On peut le faire facilement, en 5-10 minutes, pour quelqu'un, et sûrement nettement moins pour quelqu'un de professionnel. Et il faut penser que ces personnes qui ont ces mauvaises intentions, eh bien, ont ces habitudes et ont ces techniques pour pouvoir le faire. Bien entendu, pour contrer tout ceci, il faut bloquer ces 4 pages, ces informations, et puis envoyer vos données dans des logs, dans des fichiers qui vous permettront d'être consultés et d'être analysés pour après. Il y a des minimums de sécurité quand même à respecter lorsqu'on fait son site web. C'est surtout au niveau authentification. C'est une des premières étapes. Les premières étapes, c'est de ne rien stocker en clair. Il faut penser à crypter, surtout les données sensibles, les verrouiller, les protéger. Il faut identifier les sessions, il faut bloquer, il faut respecter les normes et les protocoles qui sont utilisés. Il existe une doc française qui est traduite, MDN, fournie par Mozilla, et cette doc explique l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez utiliser, françaises, et sans besoin de chercher comment l'utiliser. Contrôler les accès, les droits, tout ceci c'est important. Il faut penser à ne pas faire un open bar, que toutes les portes soient ouvertes et les fenêtres lorsque on veut accéder à une page supplémentaire. C'est-à-dire, lorsque vous tapez votre contenu, vous voulez remplir un nouvel article. Lorsque vous saisissez votre nouvel article, vous allez vous identifier pour pouvoir accéder à une autre interface, pour pouvoir taper votre article et après l'enregistrer et ça sera affiché. Eh bien, ces accès-là, il faut penser que ce soit un minimum d'accès pour éviter que n'importe qui, monsieur tout le monde, puisse accéder à ces pages. Et bien sûr, lorsqu'on fait des mises à jour, des évolutions, il existe des fonctionnalités qui permettent de pouvoir neutraliser l'ensemble de ces points de sécurité. Les autres solutions, là, ça va être des solutions externes, parce qu'on a vu les techniques, on a vu différentes choses.
Ces deux fonctionnalités sont vraiment celles de base, mais vraiment les premières. Et si on les fait pas, déjà, tout le reste après c'est porte ouverte. Donc les autres solutions, c'est OWASP. OWASP, c'est un organisme, c'est une fondation qui est là, qui fournit énormément de documentation et d'outils pour pouvoir aider les utilisateurs à réaliser un site propre, un site correct, bien sûr, tout en respectant les normes et les protocoles. On va essayer d'en voir quelques-uns, mais plus en top 10, parce que régulièrement, tous les 2-3 ans, ils publient un top 10, c'est-à-dire le hit parade des failles de sécurité identifiées. Et souvent, la première qui ressort régulièrement, c'est l'injection. Et là, c'est la première faille de sécurité importante de l'outil. Je vous ai mis les 2 dernières années, les 2 derniers numéros, c'est-à-dire que 2010-2013, la première version est sortie en 2003, c'est-à-dire que depuis, il y en a régulièrement. Lorsqu'on regarde ces analyses, 2013, on reste toujours sur l'ensemble des failles de sécurité, l'injection. On va voir un petit peu plus en détail juste après ce que c'est de l'injection. On peut voir aussi qu'il y a une petite perte au niveau XSS. On peut voir que les mauvaises configurations commencent à être prises en compte. C'est-à-dire qu'il y a certaines failles qui commencent à diminuer. Il y a certains types et certaines méthodes d'attaque, de piraterie, diminuent, changent. Mais par contre, on laisse des mauvaises configurations de sécurité, comme aujourd'hui. Les balises de base que je vous ai montrées, que les gens font « Ah, c'est bon, j'ai confiance à mon outil ». Manque de peau, c'est pas vrai. Puisque cette faille était ici, donc en 8e position. Elle est quand même montée en 5e. Et là, en 2016, qui est en train d'être rédigée, elle doit être en 3e position. Donc, elle monte en force. Parce que les fonctionnalités de base, la sécurité, les fonctionnalités de base de HTML, que lorsqu'on fait un site internet, on s'en occupe plus. On pense que l'outil qu'on va utiliser fait le nécessaire. En vérité, non. Il faut penser que l'outil ne fait pas le nécessaire. Il faut penser à les mettre en place. En top 10, pour 2016, donc c'est une documentation qui est en cours de développement. Donc vous avez la chance de l'avoir. J'ai pu l'obtenir cette nuit. Donc c'est les orientations de ce qui nous attend dans le prochain rapport qui devrait être publié et disponible correctement l'année prochaine, en 2017. C'est-à-dire que la vérification de tout ce qui est sécurité, quel que soit le niveau de votre connaissance, de votre développement, votre navigation, sera toujours l'un des premiers critères et une des premières failles de sécurité. Tout ce qui est communication avec les requêtes, quelles qu'elles soient, les requêtes vers la base de données, là aussi, ça sera aussi une énorme faille de sécurité qui restera toujours d'actualité. Quand on parle de requêtes, c'est là où on stocke vos identifiants, votre nom, votre adresse, votre code postal, votre ville, date de naissance, etc. Donc toutes ces informations personnelles. Et c'est pas bon du tout. Tout ce qui est aussi les champs d'entrée, les inputs, l'encodage. Donc comme vous pouvez voir, il y a énormément de choix et de possibilités qui sont encore d'actualité. Alors qu'en vérité, on est quand même en 2016. La fondation existe depuis 2001. Ça veut dire que ça fait 15 ans que ça existe et que c'est toujours présent. Au niveau sécurité pour vous, concrètement, même que la petite souris a réussi à obtenir le gain de cause, il y a toujours le prédateur, le chat, qui est toujours aussi malicieux pour réussir à contrer ou à accéder à sa proie. En comparaison avec les langages du web, comme vous pouvez le voir, il y a différentes méthodes. Et quel que soit le niveau, quelle que soit la position, on va prendre un petit cas exemple de l'injection. L'injection, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est la première position qui se trouve en haut de tous les hit parades. L'injection va se traduire d'abord du côté serveur. Donc pas trop pour nous, pour le site web. Là, ce sera beaucoup plus du côté architecture, c'est-à-dire du côté là où que l'emplacement de votre site web sera stocké.
Souvent, les failles de sécurité proviennent que la configuration n'est pas à jour, le système d'exploitation, l'OS. Les conséquences, c'est que vous allez transformer votre site web en une machine zombie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va exécuter une fonctionnalité, pirater quelque chose, récupérer des informations ailleurs. Donc, c'est pas bon du tout pour lorsqu'on administre un site internet. Surtout si on n'a pas désactivé les fonctionnalités de base. Comme là ici dans php.ini, donc là c'est pour PHP. Mais dans Python, dans les autres langages Ruby, Perl, etc., il y a aussi l'équivalence. Donc à vous de rechercher l'équivalence. Comment ça se présente? Eh bien, si je fais un echo exact ou IAM, eh bien il va me sortir des informations. Je ne l'ai pas mis parce que ça va me sortir mes informations personnelles, donc je voulais pas vous les transmettre. Mais si vous voulez faire chez vous, dès demain ou tout à l'heure, l'exécuter cette fonctionnalité sur votre ordinateur, faites-le et vous verrez exactement ce que vous pouvez obtenir. En niveau SQL, donc c'est vers la base de données. La base de données, c'est lorsqu'on remplit un formulaire et qu'on va envoyer à la base de données des informations. Vous remplissez vos coordonnées et quand vous appuyez sur le bouton confirmer, eh bien ça va envoyer directement à la base de données le nom, l'adresse, votre code postal, la ville, surtout si vous avez fait un site marchand ou autre chose. Eh bien ça va envoyer les informations que vous pouvez après retrouver sur votre facture, que vous retrouvez sur le bon de livraison, etc. Les conséquences, eh bien ce que cette communication entre la page internet et la base de données, eh bien il y a un tunnel. Ce tunnel, s'il n'est pas sécurisé, il y a un risque d'injection. Votre formulaire, il n'est pas sécurisé, il respecte pas les normes, les protocoles. Il va avoir aussi le même problème. Il va être, son contenu risque d'être volé. Et du côté de la base de données aussi, la même chose. Donc, à chaque étape, vous avez un risque potentiel de perte de contenu. Par exemple, une petite requête. Donc là, je veux connaître les informations de mon utilisateur qui a un nom et un mot de passe. Donc là, en s'appuyant sur ce principe-là, donc là je m'appuie sur, j'envoie un login, un mot de passe. Donc la base de données me répond, merci, voilà les informations. Maintenant, je n'ai pas le login, je n'ai pas le mot de passe, mais je n'ai pas sécurisé ma base de données, ma connexion. Eh bien, je lui dis or 1 égale 1, ou passe, et il me répond merci. C'est-à-dire que là, il va me retourner l'ensemble du contenu de la base de données. Ça marche, hein. Je vous l'assure, j'ai déjà fait. Pour sécuriser tout ceci, il y a même cette fonctionnalité. Là, c'est-à-dire que je lui demande d'effacer le contenu de tous mes contacts. Juste à partir de cette fonctionnalité. C'est-à-dire que, à votre insu, eh bien, vous allez perdre tous vos abonnés. Bon, bien sûr, au préalable, la personne malveillante aura récupéré le contenu avant. Hein. Il leur a fait un backup pour lui. Au niveau protection, il faut penser à mettre des anti-slash. Vous savez, tout à l'heure, les cotes, les doubles cotes que je vous ai montré, fonctionnalité de la faille, la première. Eh bien, c'est là, il y a un intérêt. Donc, si vous les neutralisez par l'anti-slash, eh bien, c'est important. Ou utiliser, donc là, c'est en PHP, utiliser les fonctionnalités prévues par le langage. Et qui dit fonctionnalité fournie par le langage, eh bien, c'est lui qui fait le travail. Donc, c'est quand même important d'utiliser et de lire la documentation du livre ou du langage. Côté front, l'injection se traduit de la manière suivante. C'est-à-dire que ce sont les champs. Les champs qui peuvent être, qui vont permettre d'accéder à du contenu. Par exemple, quand vous allez sur votre banque pour consulter vos comptes, vous avez toujours un login, un mot de passe, et puis même de plus en plus, et même maintenant quasiment partout, des clics par la souris pour pouvoir accéder ou déverrouiller un code supplémentaire qui peut être soit votre identifiant, soit sur votre mot de passe, pour accéder à vos comptes. Tout ceci, ce sont des informations qui sont importantes et des méthodes qui permettent de sécuriser les données de la banque.
tout cela, eh bien, c'est utile. Si vous ne faites pas cette protection-là, n'importe qui pourra obtenir les informations de vos codes bancaires. Principalement, c'est lié au mot de passe, les cartes bleues. Les cartes bleues, c'est-à-dire que si vous avez obtenu d'un seul coup, vous regardez votre compte et vous voyez des relevés de cartes bleues que vous n'avez pas fait de règlement, eh bien ça vient parce que le site n'est pas sécurisé. Ou que, entre autres, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Mais ça, c'est une des méthodes. Au niveau métier, eh bien vous pouvez aussi connecter avec d'autres services, des web services, des services LDAP. Eh bien là aussi la même chose. Si on respecte pas les normes, les langages, les protocoles, vous avez des risques potentiels. En gros partout, quel que soit votre site web, vous avez des failles à tous les niveaux. Cependant, votre site web, il est aussi consulté sur tablette, sur mobile. Et si votre application ou votre projet, vous lui dites « Ah, je vais le faire sur mobile », pourquoi pas? Mais là aussi, on va se retrouver avec un top 10 fourni par OWASP. Donc, le premier était en 2012, il y a eu 2014 et 2016. 2016, ils sont en train ils sont en version RC, donc un release candidate, c'est-à-dire qu'il est bientôt sur le point de sortir. Ça a quasiment pas bougé entre ces dernières versions. On parle de cela parce que l'application mobile, c'est on va dire la tendance depuis quelques années sur on va faire une application mobile parce que c'est fun, c'est super, on peut y accéder. Manque de peau, souvent l'application mobile, on se retrouve 20 ans avant. Oh oui, 20 ans. C'est-à-dire que on s'occupait pas de la sécurité, on faisait confiance au matériel. On pensait que l'authentification sécurisée n'était pas utile. Lorsqu'on communiquait avec avec une application qui était dans le bac, c'est-à-dire un gros site internet, eh bien c'était pas utile de crypter, de protéger, de chiffrer. Tout ceci, comme vous pouvez le voir, eh bien la liste est quand même assez longue. Il y a quand même 10 points, les 10 failles les plus reconnues, et chacune d'elles sont d'un risque. C'est-à-dire que là, vos téléphones sont allumés, vous avez aussi un risque. Entre-temps, vous avez pu consulter le programme ou la session qui va se dérouler derrière. Un code malicieux sur le site d'Ubuntu aurait pu récupérer vos contenus de vos téléphones. Là, même que vous avez vos téléphones en mode vibreur. Et c'est vrai, je vous rassure. Je vais pas le faire, mais on peut le faire. Donc, tout ceci pour vous montrer parce que l'application n'a pas respecté les normes et les sécurités. En niveau, donc on va pas se retarder dessus, vous pourrez le lire à tête reposée, c'est tout petit, je suis désolé, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, les failles souvent sont liées lorsqu'on fait une application mobile sur les problèmes de sécurité, de cryptage, le niveau n'est pas assez élevé. On peut même attaquer directement mais ça on n'y peut pas grand chose en tant que développeur de site web. C'est qu'on peut directement attaquer le noyau, c'est-à-dire l'OS. Vous avez des Android, vous avez des iPhones, vous avez d'autres systèmes. Il est possible d'attaquer jusqu'à ce niveau-là. Pour l'instant, ça reste encore très marginal, mais ce sont des failles qui vont être de plus en plus connues et identifiées. Parce que le système d'exploitation, vos téléphones, au bout de quelques années ou quelques mois, vous allez avoir des messages comme quoi il faut faire une mise à jour. Et si vous la faites pas, là aussi, vous avez aussi des risques potentiels pour votre application et pour l'utilisateur. L'autre point qui est en train d'arriver et qui est déjà commencé, pour l'instant on fait de la bidouille, c'est rigolo, c'est les objets connectés. Arduino, Raspberry Pi, voiture connectée, tout ça c'est tout nouveau. Manque de peau, le nouveau qu'on voit aujourd'hui, ça existe déjà depuis 5-6 ans, même beaucoup plus, que ces objets connectés, que vous pouvez connecter et embarquer de l'internet. Et votre site internet, pourquoi pas? Parce que c'est toujours bien d'avoir, par exemple ici, pour permettre à vos enfants, eh bien, si la voiture est connectée, vous avez internet, donc ils peuvent jouer directement à leur jeu favori en ligne. Et donc, qui dit communication dit qu'il y a un minimum de travail à faire pour vous, parce que c'est votre site web qui est en jeu.
Le premier rapport date de 2014. Et donc, là aussi, on se retrouve sur les mêmes principes. Les problèmes de sécurité, les problèmes de communication, l'authentification, les problèmes de droit, la configuration. Tout ceci, même que j'en parle depuis le début, eh bien, les objets connectés aussi sont impactés par ces approches-là. Même que ça reste encore pas grand public, mais il faut penser que tout cela, c'est les failles qui vont arriver demain. Et quand on parle d'avenir proche, eh bien, les tendances de tout ce qui est les objets connectés, l'Internet des objets, puisque de plus en plus, on nous propose des solutions connectées. Tout récemment, et c'est pas encore sorti en commerce, mais il existe une poêle connectée, je dirais pas le nom du fabricant, mais cette poêle connectée, vous la mettez sur votre gazinière, vous sortez un steak haché ou une autre viande de votre congélateur, vous la mettez dans la poêle, vous programmez en lui disant « je veux que ça soit à point saignant ». Quelques minutes après, vous allez entendre un bip, ça veut dire que la viande, il faut la retourner. Un deuxième bip, 3-4 minutes après, et votre viande est prête. Et vous n'avez plus qu'à la manger. Et elle est bonne, je vous rassure. Sans besoin, et pourtant, il y a 10 minutes, elle était encore dans le congèle. Eh bien, lorsqu'on parle d'objets connectés, eh bien ça, on peut pas se connecter avec mettre un mot de passe dans une poêle. Non, pas pour l'instant. Il y a aussi tout ce qui est communication vers le cloud, le big data, toutes ces nouvelles tendances. Il y a aussi tout ce qui est la communication avec les utilisateurs, la sécurité liée avec la vie privée. Et pourquoi pas mettre de la biométrie, par exemple avec votre doigt. Mais ça pose d'autres problèmes. Parce que lorsque vous mettez votre doigt qui sert de verrou pour débloquer quelque chose, ça va toucher votre vie privée. Parce qu'il n'y aura plus que vous qui pourra débloquer le système. Donc on se retrouve avec beaucoup de problématiques, beaucoup de choses. Mais ça, c'est pour l'avenir. L'avenir, c'est-à-dire que c'est maintenant. Au niveau outils, donc ça c'est pas de moi, mais c'est de WAPS. Donc WAPS, que vous aurez l'URL tout à l'heure, propose énormément de solutions. Des solutions qu'il faut bien sûr prendre avec attention, pas faire n'importe quoi, parce que ce sont des outils qui vont être là pour vous aider dans une tâche bien précise. L'ensemble de ces outils, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Il existe aussi bien un framework que des outils qui vous permettent d'analyser les failles, des documentations de ce que je vous ai montré succinctement, les top 10. Donc chaque point est détaillé et illustré, c'est-à-dire qu'il vous explique comment un pirate peut faire, comment il faut sécuriser. Et si vous lisez bien la documentation, vous avez la solution pour être sécurisé. Pour une page précise. Ça va pas sécuriser les autres points qu'on a pu parler et les autres tendances. En résumé, ce qu'il faut penser, c'est que le droit des données est important parce que c'est là la survie de votre client, c'est là la survie de votre notoriété. Et si vous ne mettez pas la sécurité dès le début, ou vous sensibilisez pas vos collaborateurs ou même vous-même en disant avant d'attaquer mon site web, comment je vais faire pour sécuriser, comment je vais protéger, sécuriser, me garantir auprès de mon client ou l'internaute un service correct, eh bien il faut mettre tout ceci en place. Et bien entendu, avoir une politique de sécurité importante. Concernant les rapports, eh bien, je vous ai mis directement les liens que vous pourrez télécharger ou accéder à travers votre navigateur. Le site référence que je me suis appuyé, c'était OWASP. Et je vous remercie pour cette écoute et je suis disponible à vos questions. Bonjour.
J'ai vu éventuellement des questions sur le PHP.NI. Qu'est-ce qu'on doit désactiver en priorité? Alors, tout à l'heure, j'ai montré une liste de fonctionnalités qui sont listées dans php.ini. L'ensemble de ces fonctionnalités sont toutes à désactiver, mais la majorité, en prenant les dernières versions, PHP 5.6, PHP 7, elles sont déjà désactivées la plupart nativement. Donc c'est plus une vérification. Mais si cette vérification, par exemple, vous utilisez une version beaucoup plus antérieure, un PHP 4, PHP 5, parce que ça existe encore, eh bien ces fonctionnalités désactiver cette liste est nécessaire. Donc l'ensemble des points qui ont été listés doivent être désactivés. Là, il n'y a pas photo. Mais certaines sont déjà désactivées par défaut suivant la version de PHP que vous utilisez. Donc il faut regarder votre version de PHP et vous pourrez comparer par rapport à ce que j'ai déjà listé. Par rapport au cas d'erreur 404 et 500, est-ce qu'on peut le modifier en mettant en place du code HTML ou PHP, ou est-ce que c'est du côté service passage, Unix, où il faut personnaliser ça? Alors concernant les deux écrans, l'erreur 400, l'erreur 500, pour ne pas les laisser visibles auprès de l'internaute, il y a deux méthodes. Soit vous utilisez un CMS et le CMS propose déjà la fonctionnalité en disant s'il y a une 404 ou une 500, affiche telle page, par exemple la page index du site internet. Si le CMS ne le propose pas, vous pouvez le modifier ou ajouter une règle de gestion dans le fichier htaccess, c'est-à-dire du côté de votre environnement ou du côté de votre serveur, en lui disant s'il y a une page 404 ou 500, eh bien renvoyer automatiquement la personne vers la page, vers une autre page. Comme ceci, la personne malveillante ne verra pas ces messages d'erreur. htaccess, c'est un fichier de base lorsqu'on fait de la sécurité et de la redirection d'URL. Donc ça existe depuis, c'est fourni depuis que l'internet existe. Eh bien, merci pour cette écoute.